Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouvelle manifestation en Tunisie. Excédés par la situation économique catastrophique du pays, des milliers de Tunisiens sont à nouveau descendus dans les rues de la capitale Tunis ce samedi, réclamant notamment la démission du président Kais Saied. Le Tchad menacé par la famine. Un tiers de la population a besoin d'aide humanitaire d'urgence selon l'ONU. En cause, une grave sécheresse. Le pays subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Et puis la Coupe du Monde Qatar 2022 au cœur de la polémique. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, de nombreux pays appellent au boycott de l'événement pour des raisons éthiques. Au milieu de ces soulèvements, comment les nations africaines se positionnent? On en parle en fin d'édition. Mais tout d'abord, élection présidentielle en République démocratique du Congo. L'UDPS, le parti au pouvoir, à la conquête de Kisangani. Ce samedi 15 octobre, le parti du président Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat en décembre 2023, a organisé un meeting dans la ville qui a voté Martin Fayoulou en 2018. Deuxième étape d'une tournée de dynamisation des électeurs entamée à Bandundu, comme le stipulent les cadres du parti au pouvoir. Le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a exhorté les milliers de personnes qui ont pris part à l'événement à permettre au président sortant de continuer son travail en lui offrant un nouveau mandat. Il a également appelé la population de Kisangani à élire les membres de l'UDPS à la députation dans la ville où il ne compte actuellement aucun élu. Face aux pénuries récurrentes de denrées de première nécessité sur fond de controverses sur la question du pouvoir entièrement détenu par le président Kais Saied, les Tunisiens sont excédés. Ce samedi 15 octobre, ils étaient à nouveau des milliers à manifester dans la capitale contre le pouvoir en place. Zahra Mohamed Moutiu. Des milliers de Tunisiens manifestent dans les rues de la capitale. C'était samedi dernier. Tous dénoncent la politique du président Kais Saied, qu'ils accusent d'être responsable de la crise économique. Menés par le Front de Salut National, les protestataires ont traversé les grandes artères de la ville, appelant à la démission du chef de l'État. Le peuple tunisien qui s'est battu pendant 50 ans pour la démocratie ne permettra pas que le putsch s'installe dans ce pays. On voit l'ampleur de la mauvaise gestion, de l'incompétence et de l'échec. Des manifestants qui crient leur colère face à la situation économique du pays. La Tunisie est confrontée à une profonde crise économique et financière, avec une dette extérieure qui a atteint 100% de son PIB, une inflation qui bat des records et des pénuries à répétition qui touchent plusieurs secteurs. Ce qui m'a motivé à venir ici aujourd'hui, c'est le coup d'État et les conditions misérables dans lesquelles se trouve le pays aujourd'hui. Il n'y a ni eau, ni lait, ni sucre, ni essence. Nous avons un président qui ne s'intéresse qu'au pouvoir. La reprise des rassemblements, nouvelle illustration de l'ampleur de la crise économique. Dans ce pays également englué dans une grave crise politique, depuis le coup de force du président Kais Saied, qui s'est arrogé les pleins pouvoirs depuis juillet 2021. Frappée par une pénurie, l'Éthiopie a décidé de restreindre l'émission de devises étrangères par les banques. La mesure concerne les entreprises qui importent des biens non prioritaires, sont visées par la mesure des dizaines d'articles, dont des voitures. Le pays fait actuellement face à une baisse drastique de ses réserves de change. L'utilisation des devises étrangères sera désormais réservée à l'importation de denrées alimentaires, de médicaments et d'équipements médicaux ainsi que de matières premières. Ce mois-ci, les autorités ont également lancé la lutte contre le marché noir des monnaies étrangères. Au moins 400 comptes bancaires liés à ce trafic illicite ont été fermés. Les transactions de devises étrangères en Éthiopie sont aussi interdites. En mars, la Banque nationale d'Éthiopie indiquait que les réserves du pays étaient tombées à 1,6 milliard de dollars à la fin 2021, couvrant moins de 2 mois d'importation. Pour l'heure, aucun chiffre officiel récent n'a été divulgué.
La vulnérabilité des personnes invalides face au risque de catastrophes naturelles. C'était l'un des axes de discussion sur lesquels promoteurs et personnes handicapées camerounais se sont penchés pour échanger dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles le 13 octobre dernier. Les personnes handicapées font partie des groupes étant plus à risque d'être impactées négativement par les catastrophes naturelles. Au Cameroun, ces personnes représentent 10% de la population. Joël Ballot. Au Cameroun, la vulnérabilité des populations exposées aux catastrophes naturelles est fonction des conditions socio-économiques dans lesquelles elles se trouvent. À l'occasion de la Journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, le 13 octobre 2022, les membres de la société civile sont allés à la rencontre des personnes handicapées afin d'échanger sur leur statut de première victime des catastrophes naturelles et sur les stratégies de réduction de cette vulnérabilité face au risque de catastrophe. Il est question que nous voyons que les différents acteurs, ceux qui interviennent sur le terrain, aient cette approche qui consiste à travailler avec les personnes handicapées, à associer, à inclure les personnes handicapées dans nos différentes actions. Si nous cherchons à faire l'inclusion dans ce que nous faisons, à plus forte raison dans la réduction des risques de catastrophes. Pour accompagner les personnes handicapées dans le processus d'inclusion sociale, en mai 2022, le ministère des Affaires sociales a accordé la dispense d'âge aux invalides lors des recrutements de la fonction publique de l'État du Cameroun. De plus, en collaboration avec le ministère de la Santé, les dites entités se sont engagées en juillet à mutualiser leurs efforts pour viabiliser le Centre national de réhabilitation des handicapés, une nécessité pour l'équilibre social des invalides. Que les chefs de bloc, les chefs traditionnels soient impliqués pour recenser les personnes handicapées, pour qu'on sache qu'à tel niveau, à tel domicile, dans la localité se trouve une personne handicapée. Ça permettra de faire une bonne prévention par rapport à la gestion des catastrophes. Nous devons à notre niveau être proches de notre communauté. Nous devons être ancrés dans la communauté afin que les voisins, l'entourage, la famille nous aident à juguler ces risques et catastrophes. Selon le ministère de la Santé, les personnes handicapées au Cameroun représentent plus de 10% de la population. Aussi, avec l'appui de la Croix-Rouge, l'Association pour la promotion des personnes handicapées invite à l'adoption des mesures d'atténuation et de secours sur lesquelles les personnes handicapées peuvent compter en cas de sinistre. Parlant de catastrophes naturelles, il faut savoir que le voisin du Cameroun, le Tchad, est l'un des pays parmi les plus vulnérables au changement climatique. Fléau qui a provoqué une grave sécheresse qui décime les récoltes et qui fait craindre une explosion de l'insécurité alimentaire qui touche actuellement plus de 5 millions de Tchadiens d'après l'ONU. Les enfants sont les premières victimes. Zara Mohamed Moution. Au Sahel, la situation alimentaire est dramatique. Comme ici au Tchad, un pays au bord d'une catastrophe humanitaire. Une crise d'ampleur aux causes multiples, les conflits armés, l'instabilité politique, mais aussi l'extrême sécheresse. Les enfants sont les premières victimes de cette crise alimentaire. Ils sont des millions à être dénutris. La situation risque d'empirer au cours des prochains mois en l'absence de réponses concrètes. Pour ce médecin, il faut agir rapidement. Lorsqu'un enfant est en état de malnutrition, il y a une diminution de ses capacités cognitives. Dans la capitale N'Djamena, des structures comme celle-ci tentent tant bien que mal de faire le nécessaire face à l'urgence, malgré le manque de moyens, ne pouvant dès lors apporter de l'aide qu'à une partie des victimes. Mon enfant est hospitalisé ici depuis une semaine. Au début, il vomissait et avait beaucoup de diarrhée. Il avait de la fièvre tout le temps, il ne pouvait pas manger ou dormir. Il perdait alors beaucoup de poids et devenait de plus en plus faible. Maintenant qu'il est à l'hôpital, il va beaucoup mieux. Au Tchad, selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. La situation ne cesse de s'aggraver, faisant craindre désormais une famine d'envergure, alors que le tiers de la population souffre déjà du manque de nourriture.
Toujours dans l'actualité, au Burkina Faso, la situation sécuritaire demeure instable. Au moins 3 soldats et 8 supplétifs civils de l'armée ont été tués samedi 15 octobre lors d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes dans la commune de Bouroum, au nord du pays. Cette attaque survient 2 semaines après le deuxième coup d'état militaire intervenu dans le pays en 8 mois seulement. Un coup de force perpétré par le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui à la tête du pays, contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Dans l'actualité sportive, à quelques semaines de l'événement planétaire, plusieurs villes en Europe ont appelé au boycott du prochain mondial 2022 de football qui se joue au Qatar. Les raisons sont multiples et certains craignent que le football soit pris en otage. Quelle est la position du continent africain sur la question? Élément de réponse avec José Douglas. D'abord, rappelons les pays de notre continent qui prendront part à ce mondial qui aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana et le Cameroun. Depuis quelques semaines, plusieurs villes d'Europe ont annoncé avoir fait le choix de ne pas installer d'écran géant pour suivre la compétition. D'autres promettent de ne pas regarder les matchs, une question qui divise. Pour certains, il serait question d'économie à cause de la crise et le contexte énergétique. Certains observateurs dénoncent un double langage des villes, brandissant aussi l'argument des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on focalise le Qatar parce qu'il prépare une Coupe du Monde et on essaie de prendre le football en otage. Alors que je pense que ça aurait pu se passer avant et soulever certains problèmes qui sont soulevés. Je crois que c'est un faux problème pour l'instant aujourd'hui. On veut mettre le football en avant pour, soi-disant, révéler certains problèmes derrière, notamment au niveau des droits de l'homme, etc. Mais c'est un peu dommage que ça se passe maintenant. Pourquoi ils n'en ont pas parlé avant ? Depuis l'attribution de l'organisation de ce mondial au Qatar en 2010, la tenue de cette compétition dans l'état du Golfe a toujours fait l'objet de critiques, et essentiellement à propos de l'impact écologique de l'événement et les violations supposées des droits humains lors de la construction des stades. Officiellement, 3 morts ont été recensés, mais l'Organisation internationale du travail présente un autre chiffre de 50 travailleurs décédés, et même plus, et des émigrés pour la plupart. Non, on ne va pas boycotter. Vous savez, le football, il est mondial. Il doit se jouer partout. Pourquoi est-ce que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la Coupe du Monde doit être le plus démocratisée possible. On doit s'attendre à une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On doit s'attendre à une Coupe du Monde à Madagascar. On doit s'attendre à une Coupe du Monde au Brésil, au Canada. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait jouer à la Coupe du Monde que dans des pays dits grands ? La dernière décision de boycott vient de la ville de Paris où le club du Paris Saint-Germain bat pavillon qatari depuis 2011 et des élus occupent la tribune VIP du Parc des Princes. La France qui, selon les experts, est le deuxième pays dans lequel le Qatar investit le plus en Europe, derrière le Royaume-Uni. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.